C'est ce que Mélenchon a appelé le rayon paralysant qu'utilise le CRIF pour disqualifier toute critique d'Israël, toute critique du sionisme, mais au-delà, toute critique du judaïsme politique. Si vous êtes critique du judaïsme politique ou d'Israël, vous êtes antisémite. Alors, antisémite, c'est quoi? D'abord, le sémitisme est une catégorie linguistique, culturo-linguistique au XIXe siècle. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans les années 1870, il y a un savant allemand qui va racialiser ce concept de sémitisme. Donc pour lui, c'est plus simplement une langue, c'est une race, en fait. Les Juifs vont, paradoxalement, reprendre en fait ce concept, puisque, au fond, le judaïsme contient une dimension théologico-raciale. On n'est pas juif parce qu'on se convertit, on adopte une foi. On est juif parce que sa mère est juive. Donc, en fait, on est de sang juif. Parce qu'en fait, eux considèrent qu'ils sont descendants directs des Hébreux. Donc, en fait, c'est parce que dans la Bible hébraïque, on a un concept théologico-racial. C'est-à-dire que c'est un peuple particulier, l'Hébreu, donc un peuple race, qui aurait été choisi donc, par Yahvé pour être son peuple élu. Donc, ils pensent, les Juifs du monde, dans leur majorité, pensent être les descendants de ces Hébreux-là de l'Antiquité. Donc, chez eux, il y a une confusion entre religion et race. D'accord? Clairement, mais du coup, ça confusionne tout le monde. Bah Moi-même oui, voilà. Donc, aussi. nous les non-juifs, quand on fait des recherches, on arrive à la conclusion que les juifs ne constituent pas un peuple race. Parce que il y a eu des conversions au judaïsme. Il y a eu des conversions au judaïsme dans l'histoire. Il y a des peuples non-juifs qui se sont convertis au judaïsme. Ça a existé. Et d'ailleurs, les tests génétiques le montrent. Par exemple, la majorité des juifs, 75% des juifs du monde, sont ashkénazes. Or, les tests génétiques montrent que les ashkénazes ne sont pas sémites. Il y a Ils- combien de juifs dans le monde actuellement? Officiellement 15 millions, mais bon, ça fait quand même longtemps qu'on est resté bloqué à 15 millions. C'est- Bref. Et donc, non, les ashkénazes ne sont pas sémites. La Euh, majorité, donc. la majorité, non, mais les ashkénazes ne sont pas sémites. Il y a une, Ça veut dire qu'il n'y a dans pas les, d'origine en fait, hébraïque. dans les tests génétiques, si on rentre dans le détail, C'est interdit en Israël, les tests génétiques. Mais c'est peut-être si, faux. si, non, non, ils C'est en vrai? font. Non, non, Ils en font? ils en font Ok, donc ça, c'était... parce qu'ils vont même jusqu'à essayer de chercher le gène juif. C'est quand même curieux comme gène juif. C'est les Israéliens qui développent ça. Puisqu'en fait, ils veulent se justifier leur présence en Israël. Parce que pour eux, Oui. ils ont quitté Israël, la Terre Sainte, il y a 2000 ans, et ils reviennent chez eux. Alors, si on leur montre, et c'est montré par les études génétiques et historiques, que, en fait, les Israéliens aujourd'hui sont les descendants de non-juifs convertis au judaïsme, en fait, tout s'effondre. Le concept de peuple Ah, race s'effondre, le projet sioniste s'effondre, tout s'effondre avec. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. Mais en disant cela, on dit, eh bien, on n'accepte pas le concept de peuple race. Donc pour nous, vous n'êtes pas une race. Donc on ne peut pas être antisémite. À la limite, on peut être critique du judaïsme ou anti-juif si on a si pour nous le judaïsme est une religion qu'on peut critiquer, comme des gens sont anti-musulmans ou anti-chrétiens. Quand on dit anti-musulman, anti-chrétien, ça pose pas de problème. Et si on dit anti-juif, là, on dit ah ben non, on n'a pas le droit. oui, parce que c'est assimilé à une race, comme on n'a pas le La droit d'être Milan, anti-noir. alors qu'on dit voilà, alors qu'on dit nous, non, c'est pas une race. Donc on peut être critique du judaïsme. Donc normalement, il y a pas de problème. Mais eux ont fait une OPA en plus sur le sémitisme. Parce que non seulement ils ont accepté cette racialisation du terme, mais en plus de ça, les autres ne sont plus sémites. Ils n'ont même plus le droit d'être sémites. Les Arabes ne sont plus sémites. Alors que les Hébreux dans l'Antiquité faisaient partie d'un groupe de peuples, enfin de plusieurs peuples sémites. Les Amoréens, les Amorites, les Arabes, etc. Des Sémites, au même titre que les Hébreux. Mais aujourd'hui, les Palestiniens, d'autres tests génétiques montrent que les Palestiniens ont le même code génétique que les Hébreux de l'Antiquité et les Cananéens. Donc en fait, les descendants des Hébreux sont en Palestine, ce sont les Palestiniens.
Donc en fait, on a des gens convertis au judaïsme qui prétendent être descendants des Hébreux et donc le peuple élu, qui massacrent des Palestiniens qui, eux, sont en partie les descendants des Hébreux. Qui se sont convertis à l'islam quand même, Oui, et au christianisme. et au christianisme. Donc on est dans une confusion absolument Total. générale, mais est-ce que finalement on n'accepte pas aujourd'hui l'évolution de cette terminologie, mais même si tu l'as expliqué que du coup ce serait faux, étymologiquement parlant, mais aujourd'hui quand on dit antisémite, on dit la haine du juif. Oui, c'est ça. C'est ça. Et C'est une bien ça. haine qui... Donc, déjà, bon, on dit que... C'est-à-dire que si vous critiquez Israël, vous avez la haine du juif. Enfin, alors ça oui, ça il c'est saute des, l'amalgame qu'on fait. il Mais... saute des médiations. Parce que quand on entend d'habitude un tel hein, ou un tel à la haine des juifs, dans l'écrasante majorité des cas, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a dit je déteste les juifs. Non. C'est quelqu'un qui a critiqué un juif, par exemple, ou qui critique le communautarisme juif, ou qui va critiquer Israël, ou qui va critiquer le suprémacisme, ou qui va critiquer l'épuration ethnique et le génocide. Eh bien, dans tous ces cas-là, on va dire il a la haine du juif. En fait, ça, c'est une façon de dire tu n'as pas le droit de nous critiquer. Parce qu'en fait, le concept de peuple élu, il ne vaut pas que pour eux. C'est Ouais. je suis membre du peuple élu, nous sommes le peuple élu, et je t'impose cette vision du peuple élu. Donc tu dois accepter toi que je suis le peuple élu. C'est ça implicitement. Et comment tu l'acceptes implicitement? Bah, tu l'acceptes en ayant peur, en refusant toute critique. C'est ça que ça veut dire. Donc, non, je considère que vous n'êtes pas le peuple élu. Je me donne le droit de vous critiquer. Et point barre. C'est simplement ça qu'il faut répondre. Est-ce qu'on peut dire que Israël non seulement se nourrit de l'antisémitisme, mais quand il n'y en a plus assez, va même agir pour le créer parce que ça va dans sa ligne de créer le grand Israël, de sorte à attirer les Juifs du monde vers en fait ce havre de sécurité, comme on le voit, ça marche très C'est ce très que bien. dit Théodore Herzl, je le cite d'ailleurs au début du livre. Il dit que les antisémites sont les alliés du projet sioniste. Il dit ce sont nos amis, puisque Ça justifie le... bah, ils veulent la même chose. Déjà, il y a eu, on le sait, des liens très forts entre les sionistes et l'Allemagne nazie. Et l'antisémitisme et les pogroms ont alimenté le foyer juif démographiquement. Et en fait, ils ont un intérêt commun. Mais qui Les se anti justifie, selon moi. S'il y a réellement une persécution, on peut comprendre qu'un peuple tende à vouloir trouver un lieu refuge. Ça, je pense que c'est tout à fait humain. Ouais, mais aller dans un lieu refuge qui est déjà peuplé, en chasser la population. Donc en fait, vous avez subi un pogrom en Europe de l'Est. Vous allez vous installer sur une autre terre où il y a déjà des habitants et vous épurez ethniquement cette terre. Donc vous en chassez la population. Donc vous êtes un réfugié, d'accord, ou descendant de réfugiés, et vous allez créer des réfugiés. Je fuis ma terre, mais toi, tu dois fuir ta terre pour que moi je m'installe chez toi. On est dans le délire. Je crois que c'est Staline qui avait créé une communauté juive au Birobidjan. Il y a plein de zones désertiques, genre, ils peuvent y aller. Pas besoin de chasser les autres. Si vraiment, vraiment vous voulez. Il y a des juifs qui ont quitté des pays pour aller dans d'autres qui leur étaient moins hostiles. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Pourquoi il faut. Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est que le projet sioniste est un projet politico-religieux, même sous sa forme athée. Revenir à Sion, revenir en Terre Sainte, la terre biblique. Parce qu'il y a eu des propositions, effectivement. Herzl était pour la création d'un État en Patagonie, Côte d'Ivoire. Ouganda, Patagonie, et en fait, les autres membres de l'Assemblée sioniste ont refusé. Parce qu'ils voulaient que ce soit en Terre Sainte. C'est ça. Oui. Oui, on reprend un petit verre d'eau volontiers. Ah, merci. Oui. Est-ce que je voulais encore dire quelque chose par rapport à l'antisémitisme? J'ai l'impression qu'il y a quand même... Enfin, c'est peut-être dû au passé aussi et à l'histoire de l'Europe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'islamophobie que d'antisémitisme. Pourtant, on se focalise que sur l'antisémitisme. Ou celui-là, il est plus grave. Il y a une sorte
j'ai l'impression, en tout cas dans les médias traditionnels, que je ne suis plus, je vous rassure, une hiérarchie. C'est-à-dire que oui, on peut. D'ailleurs, c'était très rigolo, j'ai vu un article sur la CNN hier où il y avait le journaliste qui disait, qui se plaignait parce qu'effectivement, il y avait un missile qui est arrivé sur le quartier général du Mossad qui se trouvait dans une zone très peuplée. Mhm. Et puis au moment où il a dit ça, je me suis marré parce que ça fait une année qu'ils accusent le Hamas, en l'occurrence, d'utiliser comme bouclier humain la population et la densité de population. Mhm. Et du jour après l'autre, ils ont aucun souci de te dire que le quartier général du Mossad, il est dans une zone très peuplée et que c'est pas bien de les attaquer parce qu'il y a des gens, quoi. Tu vois, ce genre Mhm. Ouais, bah, d'hypocrisie-là. c'est le deux poids, deux mesures. D'ailleurs, je précise que alors, les missiles iraniens ont frappé à côté du siège du Mossad, mais il n'y a pas eu de mort, en tout cas officiellement. Donc s'il y a eu des morts officiers du Mossad, bon, bah, on ne le sait pas, les Israéliens ne nous l'ont pas dit. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de mort civile. S'il y avait eu des morts civiles, imaginez, enfin, vous pouvez être certain que Israël aurait dit, regardez, les Iraniens tuent des civils. Maintenant, par rapport à l'islamophobie, si on regarde bien ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est quelque chose qui a été activé par le haut, par les médias. Et le lobby pro-israélien, les néoconservateurs, ont joué un rôle très très important, central, dans le déclenchement de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est pas quelque chose qui part du bas et qui est répercuté en haut dans les médias à l'échelle politique. C'est quelque chose, un discours de choc des civilisations. Alors là, c'est un sujet de mon premier livre, encore une fois. C'est un choc des civilisations, une stratégie du choc des civilisations qui a pour moyen, pour levier, de diaboliser l'islam, diaboliser les musulmans et justifier la destruction de pays entiers et voire de guerres civiles dans le monde occidental. Et le lobby pro-israélien a été très actif là-dedans. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les personnalités en Occident, en France, les plus actives dans le discours, qui tiennent le discours le plus virulent contre l'islam et les musulmans. On a qui aujourd'hui? Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Éric Zemmour, Gilles William Goldnadel, Julien Drey. Je peux continuer encore longtemps. Donc, ils ont tous pour point commun d'être pro-israélien, d'appartenir à la communauté juive, et d'être pro-israélien, d'être ultra-communautariste. Parce que, en fait, ce discours-là a un objectif stratégique, c'est de dire Israël est le poste avancé du monde blanc judéo-chrétien contre, en gros, le bougnolistan, quoi. C'est ça. Il va du Maroc au Pakistan. C'est ça que ça veut. C'est ça en fait que ça veut dire. Il y aurait un monde musulman homogène avec des gens basanés et des cheveux crépus. En fait, c'est ça l'image qu'on envoie Oui, oui, mais c'est un en discours qui Occident. fonctionne assez bien, je trouve, sur les populations Bah, ça dépend des populations, occidentales. mais oui, et même en Occident, voir les populations. Mais oui, mais en plus de ça, c'est aggravé par l'immigration de masse. En fait, ce sont les mêmes qui sont pro-immigration et qui ont été très actifs dans les subversions du monde musulman, du Maghreb et dans la submersion migratoire, qui ensuite pointent du doigt les immigrés et les musulmans. Parce que, je veux dire, Bernard-Henri Lévy a été actif dans la destruction de la Libye, Mhm. qui était un verrou empêchant les vagues migratoires. Mais il est le même qui parle de nazi-islamisme. Donc il est du côté des terroristes, des rebelles, entre guillemets, qui ont d'abord rétabli l'esclavage en Libye. Donc il fait sauter, il contribue à faire sauter le verrou migratoire. Et il va qualifier ces mêmes en fait, migrants ou descendants d'immigrés, c'est-à-dire nous, pas ceux qui viennent de Libye, hein, mais deuxième, troisième génération, de nazis-islamistes, en disant en gros que l'islam se rapproche du nazisme. En fait, ce sont des pompiers pyromanes. Non, même pas des pompiers, parce qu'ils font mine d'atteindre le feu, mais en fait, ils jettent de l'huile sur le feu. Donc, je veux dire, vous avez ceux qui détruisent les pays musulmans, donc les néoconservateurs, juifs qui étaient trotskistes et qui sont passés à droite, et vous en avez d'autres qui sont des juifs globalistes, comme George Soros, qui, eux, financent l'immigration de masse. En fait, vous avez une double tenaille. À gauche, un globalisme de gauche, un globalisme de droite.